Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimousquoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! L'épisode numéro 14 de ton podcast préféré, 120 secondes, et on la reçoit plus blonde que jamais pour l'été, Marie-Ève Albert. Marie-Ève, t'es rendue quasiment une vraie blonde. C'est de la décoloration. Je vais redevenir rousse dans pas long. Moi, je te promets, Laurent. C'est vraiment juste temporaire. Là, on devrait avoir beaucoup de fun pendant le podcast de la semaine parce que, podcast vidéo, c'est un peu de ta faute, Marie-Ève. Tu fouilles beaucoup les internets et tu as été la première à découvrir un matin que Marie Spencer était classée aspirante numéro 1. Et là, le feu a pris. C'est bien sûr dans nos sujets, mais je te laisse l'introduction. On va revenir sur la victoire de Kim Clavel. Oui, il faut parler de Kim. On n'a pas le choix. Écoute, j'étais là la semaine de le Fight Week. J'étais en vacances à Montréal avec mon copain. Puis, j'ai fait toute cette Fight Week-là. J'ai assisté au combat. J'étais très excitée parce que ça fait combien de temps, Laurent, qu'on prédisait la victoire de Kim Clavel? Ça fait combien de mois qu'on parle de tout ça et que ça n'arrive jamais? Moi, c'est depuis 2012. Oui, toi, c'est sûr que c'est depuis 2012, ça c'est sûr. Mais mettons dernièrement, depuis que Yvon Michel avait annoncé au mois d'août de l'année passée, fin août, au stade c'est stade IGA qu'on dit? Stade Uniprix, IGA ou Jarry, ça dépend à t'es né dans non, là, mais en tout cas, au stade de tennis, quand Kim avait battu Soledad Vargas, il avait tout de suite annoncé qu'elle s'en irait en championnat du monde rapidement, probablement son prochain combat, qui était cédulé le 10 décembre. On sait qu'il y a eu plein de reports pour plein de raisons, de la COVID, des blessures au bas du corps, des problèmes contractuels, de la chicane. On a fait un podcast de hockey avec la blessure au bas du corps. Moi, je veux te dire, j'ai fait une blague avec 2012, mais j'ai su qu'elle deviendrait championne du monde. Donc, c'était écrit là, quand elle est passée pro qu'elle avait une chance d'aller en championnat du monde puis le devenir. Mais moi, ça a été sa victoire sur Anna Victoria Polo, qui était le comparable avec Yenesia Gomez. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment mis la cible dans le dos de Gomez, même si elle était chez Eye of the Tiger. Et là, on se rappelle ce qui est arrivé. Mais là, elle est championne du monde. Oui. Là, je veux savoir, là, moi, c'est ma journée. Moi, je suis de mauvaise humeur depuis mercredi, OK? Je revenais sur la performance. Ce que je voulais te dire sur la performance, je l'ai noté. Il y a ce genre de boxeurs-là dans le monde qui sont très, très bons techniquement comme Kim. Tu sais, Kim, là, on contrôle la distance, défensive, précision, mais qui sont conscientes que c'est un sport-spectacle et une fois de temps en temps vont rentrer dans une bagarre. Tu sais, Mathieu Germain fait ça aussi admirablement bien. C'est un gars qui est un génie dans un ring. Une fois de temps en temps, là, il vient quand même d'Hochelaga Maisonneuve. Puis là, il se dit, moi, je m'en vais à la bataille un petit 30 secondes. Puis on redeviendra technique après. Kim, c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. C'est la technicienne, la fille qui a le IQ dans le plafond, qui peut te peindre un chef-d'œuvre. Puis une fois de temps en temps, on va planter les pieds, puis on va s'amuser pour le public, puis un peu pour elle aussi, là, tu sais, de pouvoir se bagarrer. Grande performance. Puis c'était compliqué. Ça a commencé là, quand elle est allée affronter la New-Yorkaise, là, la fille de Nathalie. Oui, Nathalie Gonzalez.
grande performance. On dirait que Kim relève toujours son jeu un petit peu plus à chaque nouveau défi. Et là, moi, j'ai une question pour toi, Kim. Oscar Rivas, ça fait faire 1 an qu'il est champion du monde, c'est toujours pas battu. Marie-Ève Dicker, ça va faire 9 mois qu'elle est championne du monde, puis elle a autant envie de se battre que j'ai envie d'aller prendre une marche en pleine canicule. Ça va être quoi? Kim Clavel, elle va se battre aux 4 mois pendant que les 2 autres rongent leurs freins. Elle est dans la même promotion. C'est Kim, quoi? c'est une boxeuse. Oui, Kim, c'est une boxeuse qui, déjà, en conférence de presse, après son combat, mentionnait qu'elle voulait profiter de sa victoire, bien sûr, puis pas trop penser au prochain combat, mais on sait que c'est pas quelqu'un qui aime attendre. C'est quelqu'un qui a un plan de carrière, puis c'est juste le début. Hein. Comme Yvon Michel mentionnait aussi, une ceinture, ça peut être une finalité pour certains boxeurs, mais pour d'autres, c'est juste un début. Et Kim, c'est cette attitude-là qu'elle a. Elle voit ça comme le début des vrais mouvements, parce qu'à partir du moment où tu as une ceinture, tu es censé affronter les meilleurs, tu es censé avoir des combats de championnat, des combats d'unification, quelques défenses optionnelles des fois pour garder la forme, mais ça reste qu'en général, tu affrontes toujours les meilleurs puis tu as toujours une cible dans le dos. Maintenant, Kim, c'est sûr qu'à court terme, elle va avoir de l'action quand même parce qu'il y a une clause de revanche qui est signée pour Cancun. Là, ce qu'Yvon Michel expliquait, et Kim aussi, c'est que en théorie, il y aurait une défense optionnelle qui serait permise avant la revanche. Maintenant, est-ce que cette défense optionnelle-là va vraiment avoir lieu? On ne le sait pas. Yvon Michel parlait probablement d'une défense optionnelle cette année puis du combat revanche en début d'année prochaine. Or, Yesenia Gomez, elle acclame sur tous ses réseaux sociaux que la revanche va avoir lieu en novembre à Cancun. Je veux t'arrêter pour te parler de ça. J'ai fait l'exercice d'aller lire en cliquant sur traduire les commentaires du clan, mais pas du clan, mais des partisans de Yesenia Gomez. Je suis allé regarder le combat en espagnol pour avoir les commentaires. Okay? Et là-bas, je ne sais pas si c'est du chauvinisme, mais quand tu regardes les commentaires au Mexique, c'est comme « Ah, t'avais gagné, c'est toi qui es la plus agressive, puis qu'est-ce que c'est ça? Les juges t'ont joué un tour. » C'est quand même drôle que moi, en toute objectivité, je regarde le combat, puis j'ai 9-1. Là, okay, Kim a gagné. J'ai aussi 9-1. Les partisans là-bas, t'avais gagné 6-4 ou 5-5, c'était à l'autre d'en faire plus. Tu sais, eux autres, là, sont très légitimes dans l'idée de recevoir la revanche, puis ils sont certains qu'avec des juges neutres, ils auraient gagné, mais les juges étaient neutres. Les juges étaient neutres, puis il n'y a pas eu de décision. Oui, c'est ça, c'est du chauvinisme. Il n'y a pas de décision locale ici. Là. C'était une décision unanime flagrante. Tous les rondes ou presque ont été dominés. Il y en a qui ils voyaient 100% des rondes. Moi, j'ai vu un round pour Yesenia. Un premier round, 6e round que tu peux. Oui, tu sais, peut-être 2 rounds qui pourraient switcher, là, mais il n'y a vraiment pas matière. Dans la vraie vie, ça ne mériterait même pas une revanche. C'est juste que c'est la championne qui a perdu son titre, puis ça a été négocié comme ça. Maintenant, Yesenia Gomez elle-même ne semble pas embarquer dans cette voie-là de chauvinisme. Je crois qu'elle a très bien compris qu'elle a été battue par une technicienne qui était aguerrie. Kim a fait le combat qu'il fallait qu'elle fasse. Fallait pas que Kim embarque dans les guerres de rue parce qu'elle est plus petite. Puis Yesenia Gomez, elle cogne quand même lourd. Puis Kim l'a senti une couple de fois. Elle a même mentionné en conférence de presse qu'il y a au moins un coup où elle a vu des petites étoiles là, qu'elle a senti que, OK, la frappe est beaucoup plus... Elle peut être très lourde. Il faut que je fasse attention. Donc, la clé ici, c'était de bien défendre, de bien la manipuler avec les angles. Puis, comme Daniel Bouchard disait, il y avait une stratégie bien précise pour ce combat-là que moi, je ne m'imaginais peut-être pas, mais qu'elle nous a expliqué après. C'était de doubler les coups. On a vu beaucoup, Kim, doubler le jab, doubler le crochet, doubler. Parce qu'ils se sont rendus compte que Yesenia Gomez, dans la plupart de ses combats, c'était vraiment, elle affrontait la plupart du temps des Mexicaines, en fait, pratiquement tout le temps, localement. Puis le style mexicain, c'est pas nécessairement de doubler les coups. Donc, c'est vraiment d'aller là, puis de faire une multitude de coups. Tu es dans la cabine de téléphone, tu avances sur l'autre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui recule, il n'y a pas beaucoup de boxe vers l'arrière, mais il y a peu de coups doublés. Alors, elle se disait, ben, elle va bloquer mon premier coup,
Mais le deuxième va passer parce qu'elle n'est pas habituée à cette boxe-là. C'est exactement ce qu'on a vu. On voyait souvent le premier coup bloqué par Yesenia Gomez, mais le deuxième passé faisait mal. Puis là, Kim, elle pouvait se garrocher dans des belles combinaisons parce qu'elle affectait l'autre. C'est ma question que je veux te poser tout de suite. Okay? Ma question, c'est ces filles-là mexicaines, okay, comme Gomez, qui n'ont pas eu la chance de sortir du Mexique pour aller, je dirais, se raffiner ailleurs. Je vais faire un parallèle. Les Mexicains qu'on amène au Québec, ils boxent tous pareil. Okay? Là, du jour au lendemain, tu amènes Carlos Ocampo, qui, lui, s'entraîne aux États-Unis. Il arrive ici, puis là, il nous surprend, puis là, on se ramasse, tu sais, Zuski, il perd. Un peu la même chose, je veux dire. Kim Clavel, qui a fait le tour du monde, qui a une boxe olympique, qui peut se déplacer sur les côtés, te poivrer de tous les angles. Est-ce que ça va devenir difficile pour mettons, les Mexicaines qui contrôlent ces divisions-là dans l'avenir d'affronter des boxeuses autant raffinées? Parce que eux, les Mexicains, qui ne sont pas sortis un peu comme Gomez, c'est juste en avant, on garoche, on ne se soucie pas nécessairement de la défensive. Là, ils affrontent plein de monde qui boxe comme eux. Ils arrivent du jour au lendemain. Kim Clavel, je veux dire, c'est une scientifique. Je veux dire, elle va toutes les battre, les Mexicaines. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour se défendre. Ça ne veut pas dire qu'elle va toutes les battre parce qu'il y a quand même certaines Mexicaines qui, même si elles ont oui, affronté... ceux qui viennent aux États-Unis. Oui, il y a certaines Mexicaines qui sont capables, mais c'est sûr qu'on ne parle pas juste des Mexicains, on va parler en général, OK, globalement. Hommes, femmes, c'est le même principe. Quand tu te bats toujours avec des gens qui ont appris la boxe un peu comme toi, parce qu'il veut pas, il y a des écoles de boxe, hein, des écoles de pensée, puis souvent c'est culturel. Par exemple, les Françaises vont souvent se battre dans des combats franco-français. Et parfois, quand elles sortent de France, c'est là qu'elles ont un peu plus de difficultés. On va voir des Françaises qui vont se battre toujours d'une certaine manière. Donc, si la Française est toujours restée dans son franco-français, bien, quand elle va commencer à affronter des Belges, des Allemandes, des Anglaises, ça va être un peu plus difficile. Il faut vraiment... La clé en boxe pro, comme en boxe amateur, c'est de voir une multitude de styles, une multitude d'écoles de pensée, puis savoir s'adapter en temps réel. Puis c'est ce petit côté-là, l'adaptation en temps réel, que souvent va manquer à celles qui ne sont jamais sorties de chez elles et qui ont toujours affronté des boxeuses locales. Chez les hommes, même affaire. C'est la même chose. Donc, Kim a un gros avantage dans sa catégorie parce qu'il y a beaucoup de filles, soit des Argentines, soit des Mexicaines, qui sont restées localement dans leur boxe. Alors, ils ne connaissent pas beaucoup, mettons. Puis il y en a plusieurs qui n'ont pas fait de carrière amateur aussi. Ça, c'est riche pour Kim parce que veux pas, quand tu as une belle carrière olympique, amateur, en boxe olympique, tu as appris. Techniquement, tes bases sont solides habituellement. Surtout quand tu as commencé jeune, tu as des bases solides. Puis veux pas, même si la boxe olympique n'est pas la même chose que la boxe professionnelle, des bases, c'est des bases. Hein? Un jab bien fait, un crochet bien fait, un uppercut bien fait. La répétition avec des filles de haut calibre tout le temps. Tu sais. J'ai une dernière question, OK? Est-ce que tu vois, moi, j'ai rêvé la nuit passée, OK, je rêvais. Et là, je me suis dit, Kim Clavel, moi, je trouve que c'est du matériel à grande finale. Tu sais, comme on voit avec, on voit Savannah Marshall, on a vu avec Serrano Taylor. Puis là, je me dis, pourquoi pas Kim? Ah, tout pour elle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mon plan. Moi, je trouve qu'il y a une fille qui est dangereuse, que Kim ne peut pas battre. Et là, elle ne m'aimera pas. Là. La seule que je dirais, on ne négociera pas tout de suite, c'est Seniesa Estrada. Et je vois peut-être Marlene Esparza, Kim la battrait, mais peut-être pour faire une finale. Estrada ou Esparza contre Kim Clavel, Madison Square Garden, on l'autre de la place. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années? Ça pourrait arriver dans les prochaines années. Maintenant, il faut faire chaque chose dans son temps. Pour commencer, Seniesa Estrada n'est pas pressée de courir après Kim Clavel. On va en parler un petit peu plus tard. Seniesa Estrada a son propre plan. Elle veut se battre dans 3 catégories. Puis là, présentement, c'est chez les 105 livres qu'elle focalise. Seniesa Estrada. Marlene Esparza est chez les 112. Puis elle n'a pas l'intention de descendre non plus pour l'instant. Donc, je pense que à court terme, non, mais à moyen terme, clairement, soit Seniesa Estrada va monter, soit Kim va descendre. Kim pourrait descendre. 3 livres, tu te coupes les cheveux puis tu es à 105. Kim pourrait descendre à 105. C'est très accessible pour elle, le 105 livres. Elle mesure n'est pas grande, Kim. Fait que peut-être monter à 112, c'est plus difficile, mais descendre à 105. Par exemple, Marie-Ève, Kim,
c'est dans les petits pots les meilleurs onguents avec elle. Mais sincèrement, oui, ça pourrait arriver, puis ça serait très payant, très lucratif. C'est exactement le genre de combat qui serait vendeur. Kim a une personnalité, c'est une ticket seller, comme on dit, là. C'est sûr que les gens... C'est sûr que si tu continues de la faire se battre au casino, c'est moins intéressant, par exemple. Je l'annonce, la première défense, ça va être une fille du Venezuela au casino. Là. J'ai vu qu'il y en avait plein sur l'affiche. On se coupe beaucoup de billets parce que, tu sais, tous les ados qui ont suivi Kim, les jeunes là, qui ont suivi Kim à Big Brother, qui veulent aller la voir, ils ne peuvent pas y aller. C'est ma sortie de cette semaine. 98% des gars-là sont au casino parce que l'Auto-Québec paye l'éclairage et la sécurité. Bref. On s'en sortira pas. Il va falloir monnayer ça. Pour que Kim fasse des bonnes bourses, il va falloir trouver un moyen chez Yvon Michel de monnayer ça aussi. Ça, c'est une autre affaire que je voulais te parler, mais là, on fera une émission spéciale pour ça. Moi, je suis persuadé que Kim, elle a une paye une paye en pauvreté, OK, qu'elle fait moins d'argent que moi avec mon emploi fédéral, mais qu'on lui dit, regarde, avec la ceinture, tu vas pouvoir aller chercher des commanditaires, puis que c'est une patente de même. Moi, je suis sûr qu'elle est au salaire minimum plus les commanditaires. Mais ça, Kim m'avait promis un jour de tout me dévoiler ses secrets sur mon lit de mort. Elle m'a dit, quand tu seras à 10 minutes de mourir, je vais tout te dire les secrets de la boxe. Fait que là, malheureusement, à court terme, c'est pas envisageable. À court terme, je ne suis pas encore mort. Là, le sujet, OK, cette semaine, là, moi, je vais te le dire, là, moi, j'adore la boxe, OK, mais je ne suis pas naïf, par exemple. OK? En boxe, il y a des choses qui me tapent ses nerfs. Qu'est-ce qui me tape ses nerfs? Je pourrais te faire une liste. OK? Les promoteurs me tapent ses nerfs. Qu'est-ce qui me tape ses nerfs? C'est leur comportement, pas eux. Là. Je pourrais aller prendre un steak avec les promoteurs, mais c'est quand ils se mettent à défendre des ceintures, qui vont se servir d'un gérant américain à la Hollywood en disant on a un conseiller, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on va se servir des postes de télévision pour dire on ne peut pas s'affronter. Quand on va se servir de vieilles rengaines, de chicane personnelle pour dire je ne travaille pas avec l'autre. Mais là, cette semaine, je t'ai fait tout le début. Marie-Ève Dicker s'est levée un matin, puis elle avait Marie Spencer classée aspirante numéro 1. Et là, premièrement, je vais te le dire, là, nous autres, on aime ça, les communications. Là. J'ai trouvé que je ne sais pas qui est dans l'entourage de Marie-Ève Dicker, que c'était la pire semaine d'un athlète que j'ai vu d'un point de vue communication. Comment se mettre la moitié, le Québec au complet à dos, puis passer pour une peureuse, tu sais, je veux dire les vrais mots, là. J'ai trouvé que la façon qu'elle s'est exprimée, les phrases qu'elle a choisies, ce qui a été repris par Francis Paquin, ça paraît très mal. Okay? Trouve d'autres choses. Puis là, après ça, tu ne veux pas affronter l'aspirante obligatoire. Mais un jour, là, c'était toi qui étais aspirante obligatoire. C'est toi qui étais l'aspirante. Tu étais bien contente quand Chris Neymus a choisi de t'affronter. Puis là, tu décides que les aspirants, ça ne te tente plus. Moi, je fais de la radio. Je m'affronter championne unifiée. Mais il y a une chose qu'il faut que je te dise, Marie, aux deux Marie, toi et Marie-Ève Dicker. La ceinture IBF, c'est un prêt. Ils te la prêtent. Tant que tu respectes les consignes qui viennent avec, donc faire tes défenses obligatoires, faire des défenses optionnelles à travers les défenses obligatoires et respecter ce qui vient avec, c'est pas je suis championne IBF, je suis plus fort que la IBF. Quand mes parents achetaient la maison ici, ils ne sont pas devenus plus forts que le quartier. Tant s'ils arrêtent de payer les taxes scolaires et les taxes municipales, ils vont venir chercher la maison puis on va se ramasser dans la rue. Elle peut pas. C'est pas parce que tu es championne IBF que tu fais ce que tu veux. Puis oui, tu peux te servir d'une unification pour reculer tes obligations, mais les trois autres sont occupés. Fait que j'ai l'impression que notre ami, un moment donné, elle va être en train de faire de la radio, elle sait quoi. Puis là, il va y avoir un grand blanc, puis ils vont être obligés d'aller mettre de la musique. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va s'être effondrée sur sa chaise, parce qu'elle va avoir reçu un courriel, puis ça va être marqué « Tu es obligé d'affronter Spencer ». Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas juste prendre une ceinture puis la mettre sur ton cadre en arrière. Et respire, Laurent, respire. Okay. Et là, avant de te laisser la parole, je t'ai fait un top 5 des options pour Marie-Ève Dicker. Okay, option numéro 1, je te fais mon option numéro 1. Elle va affronter, moi, c'est mon idée, là, est faite. Elle va affronter Cecilia Bracus à Montréal au mois d'octobre. Et là, ils vont lui ressortir le fait qu'elle avait dit « Je veux unifier à tout prix ». Je ne vais pas jaser avec personne d'autre. Et là, elle va se servir de la phrase suivante. « Je suis passé pro parce que je rêvais d'affronter Cecilia Bracus. Je fais donc
un léger encore à mon propre règlement que je veux simplement faire des combats d'unification pour affronter Brackus. Ça, c'est ce qui va arriver, c'est ça. Il y a aussi l'option d'abandonner le titre, aller à 147 livres où elle abandonnerait le titre. Et là, Yvon lui trouverait tout de suite un titre à 147. Fait elle abandonne, mais elle dit j'affronte une telle à 147. Et l'option 3, elle prend sa retraite. Fait que vas-y, je te prête la parole. Je m'en vais donner des coups de pied dans les murs. Non, calme-toi, là. Je vois un beau cadre de Marie-Ève en arrière de toi. Pitche pas le cadre au bout de tes bras, là. Tout ce que j'aime pas en boxe a été représenté d'un texte cette semaine. Je suis d'accord avec toi que cette semaine-ci, en communication, ça n'a pas été extraordinaire. Pourquoi? Ben parce que aussitôt que la nouvelle est sortie que Mary Spencer prenait la place de Chevelle Hallback comme aspirante obligatoire IBF numéro 1, ben, on a senti tout de suite un recul. Un recul. Maintenant, je peux comprendre. Je comprends, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que je veux. Non, mais qu'est-ce que tu comprends? Moi, je veux que tu détailles qu'est-ce que tu comprends. Je peux comprendre que Marie-Ève, ça fait des mois qu'elle clame qu'elle veut faire une unification, donc elle va ressortir sa phrase de « Moi, je veux… » Le combat n'est pas forcé encore. Je n'affronterai pas Mary Spencer tant qu'on ne force pas le combat parce que moi, je veux unifier, je veux juste des gros combats d'unification ou quelque chose comme ça. Ça, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'elle dit ça depuis des mois. Maintenant, le problème, c'est qu'on a su cette semaine aussi en même temps que Natasha Jonas allait unifier contre Patricia Bergolt le 3 septembre. En fait, c'est unification à 2 ceintures. Juste te faire une phrase, là, je te laisse après. Yvon Michel déclare au report de la Colombie « Tous les combats auront lieu dans quelques mois ». 10 jours après, Bergolt n'est clairement pas attaché de manière contractuelle pour le report. Bergolt affronte Natasha Jonas. Il y a 2 championnes donc qui vont s'affronter. Moi, je me doutais que ça n'allait pas arriver parce que j'avais jasé vite avec Cecilia Brækhus il y a quelques jours de ça, en fait. Il y a peut-être… quand on a su que le gala de la Colombie tombait à l'eau à cause du mariage de J-Lo et Ben Affleck, entre autres. Ça, c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons aussi, là. Mais ça, c'est la raison qui est sortie dans les journaux. J'ai parlé à Cecilia Brækhus vite, j'ai dit qu'est-ce qui va arriver, puis elle m'a dit « Je suis dans le néant ». Donc, on ne lui a pas tout de suite promis « Attends, ton combat va être reporté, inquiète-toi pas, on attend la nouvelle date ». Elle me dit qu'elle était dans le néant. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Fait que moi, j'ai parqué ça de côté. Je me suis dit « OK, bon, ça fait du sens. » Moi, je me suis dit, à ce moment-là, probablement que vu que ça n'a pas lieu, puis Marie-Ève va devoir se battre bientôt, ils vont peut-être promettre à Brækhus de prendre la gagnante de Dicker versus Bergolt, parce qu'on se rappelle que l'année passée, ça s'est presque fait, ce combat-là. Il y avait plein de tractations, ça a été annulé, reporté, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Fait que moi, je me disais, OK, probablement qu'en octobre, Bergolt va venir ici, Oscar Rivas va se battre au Québec, avec Marie-Ève Dicker sur la carte, puis on va avoir un combat d'unification. Erreur. Je t'explique la raison que ça ne marche pas en une phrase. C'est que Probellum est attaché avec Brækhus, mais n'est pas attaché avec Dicker et Bergolt. Donc, si tu veux l'argent de Probellum pour organiser le combat, tu as besoin que Brækhus soit en jeu. C'est pour ça qu'on est aussi accroché à Brækhus, c'est pour avoir le paiement de Probellum. Donc, ça ne se fera pas, le combat contre Patricia Bergolt en octobre. Là, c'est clair, parce qu'elle s'en va contre Jonas, puis elle ne se battra pas tout de suite après. Elle va attendre peut-être un bon 4-5 mois avant de se rebattre. La gagnante des deux. De toute façon, si elle perd, elle est exclue du dossier. Il reste Anna Rankin, mais Anna Rankin, présentement, les rumeurs courent qu'elle va affronter Terry Harper, même si ce n'est pas encore annoncé. Maintenant, ça peut toujours changer à la dernière minute, là, mais c'est pas… Au niveau de la rumeur, c'est au niveau de c'est quand que l'annonce va être faite. J'ai étudié ce dossier-là hier, puis c'est comme il y a déjà des articles de journaux qui disent le combat a lieu, on attend la confirmation pour la date. Juste les hashtags qui sont utilisés par le coach d'Anna Rankin, ça me fait penser que c'est Terry Harper la prochaine. Là. Donc, on en parle, on ne peut pas dire que c'est fait à 100%, mais si mettons 95%, on est vraiment proche. Donc, il n'y a pas d'unification possible pour Marie-Ève à court terme. Donc, il reste 2 options. Soit elle fait une défense optionnelle, qui serait la plus intéressante, qui pourrait racheter la chose, parce qu'on se rappelle que le dernier combat, c'était Cynthia Lozano, qui, oui, était classée IBF, mais était faible. C'était une fiche gonflée.
Mais tu as le droit de le dire, là, t'as le droit de le dire qu'elle perdait l'équilibre quand elle lançait un coup de poing. C'était vraiment difficile. Je ne crois pas que Marie-Ève était particulièrement fière d'avoir gagné un titre contre Cynthia Lozano. La manière qu'elle a sauté d'un bras de son promoteur puis qu'elle dansait dans le ring, elle avait l'air contente. Bien, contente quand même, parce que tu retrouves un titre que tu as perdu contre Shields. OK, ça, c'est un fait. Mais le fait est que c'est peut-être pas la manière. Tu sais, la manière, tu es moins content. La résultante, tu es contente, mais la manière, moins. Or, effectivement, Brackus semble être l'option qui va faire passer, mettons, la bouchée, la gorgée. Tu vas dorer la pilule. Tu vas dorer la pilule. Et Brackus serait très contente parce qu'elle veut une chance pour un titre. Donc, c'est sûr que Brackus, elle est willing. Et vu qu'il y a déjà des contacts avec Yvon Michel, elle est attachée à Probellum. Ça fait énormément de sens qu'elle vienne se battre en octobre, mettons, sur une carte au Québec, à la carte d'Oscar Rivers, ou peut-être en Colombie encore. On ne sait pas si peut-être qu'il y a un autre promoteur qui va lever la main, mais moi, je m'attends que ce soit au Québec. Peut-être au casino en finale. Mais il y a un dernier point, parce que tantôt, quand je me suis envolé, j'ai oublié de te dire mon point. Aussi, là, j'ai trouvé que Marie-Ève Dicker, d'un point de vue économique, elle n'a vraiment pas aidé son promoteur. Parce que cette semaine, en isolant les 3 championnes, en disant « je veux simplement me battre dans ces combats-là », imagine comment les championnes, quand le téléphone sonnait, ils savaient qu'elles étaient coincées, puis ils augmentaient probablement l'argent qu'ils voulaient avoir. C'est pour ça que Boxer a été capable de payer Bergul, puis probablement qu'Yvon Michel n'est plus capable de la payer. En isolant 3 noms, tu augmentes leur valeur. Tu montres que tu ne peux rien faire d'autre. Fait que les filles, quand tu téléphones, ils font comme « Ah ouais? Tu veux juste te battre contre des championnes, bah, c'est plus 15 000, c'est 22 000. » Rankin va commencer à coûter cher. Là. Oui, pour être si tu veux Rankin, mettons en décembre ou en janvier, ça coûte cher. Maintenant, Mary Spencer, le cas de Mary Spencer à cette heure. Ouais. Mary Spencer a été classée aspirante obligatoire grâce au ménage que l'IBF a finalement fait de ses, ratings. Ses performances. Et ses performances, mais il était temps. Tu sais, on se doutait que le rating qu'il y avait là, de l'IBF était complètement erroné. L'IBF, on va remettre aussi, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'IBF. Okay? Souvent, les gens vont dire la division des 154 livres est faible. C'est moins vrai que c'était il y a peut-être 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent chez les 154 livres. Cela dit, l'IBF est faible. L'IBF, le rating de l'IBF est faible. Il y a beaucoup de noms intéressants qui ne sont pas classés top 10 dans l'IBF, mais qui le sont dans les autres divisions. Le ménage a été fait, finalement. Il y avait une patate chaude qui était là, qui s'appelait Chevelle Hallback. C'est pour ça, ça a pu ralentir aussi certaines pressions sur Marie-Ève, parce que Chevelle Hallback étant l'aspirante obligatoire, elle a gagné sa place, by the way, en battant Logan Haller l'année passée. L'IBF a fait c'est une pseudo-gaffe, là, mais c'est une gaffe quand même de mettre une femme de 50 ans, 49 et des poussières comme aspirante obligatoire. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne voudront pas le sanctionner. Alors là, ça a causé des troubles. Je vais t'arrêter. Là. Tu fais simplement aller regarder les vidéos, puis Hallback là-bas, Cynthia Lozano. Là, je dis, oui. Hallback est en shape. Le dernier adversaire de Caroline Vert a été accepté par la régie. Puis après ça, on stresse sur Hallback, qui est une génétique freak qui dort dans le Hallback, c'est une force de la nature. Là. À 50 ans, mais elle n'a pas du tout le corps d'une femme de 50 ans et surtout, elle a du talent. C'est quand même une fille capable de donner. Elle aurait possiblement perdu au juge contre Marie-Ève Dicker, mais je ne crois pas qu'elle aurait été en danger ou qu'elle aurait été blessée. Et elle aurait probablement gagné quelques rounds, à mon avis. Ça n'aurait pas été probablement des 10 rounds à 0. Donc, on enlève Hallback. Mary Spencer devient aspirante obligatoire. Maintenant, Marie-Ève a beau dire qu'elle ne veut pas l'affronter. C'est pas comme ça que ça se passe, surtout à l'IBF. Si on était la WBC, là, je dirais autre chose. Parce pourquoi la IBF est si rigoureuse? Je ne sais pas. Je vais te le raconter. C'est qu'au début des années 2000, la IBF s'est fait prendre par le Sénat américain dans une grande enquête où ils vendaient leur classement à l'encan. Ils appelaient tous les promoteurs, ils disaient « Toi, tu as tel boxeur qui t'offre le plus. » Ils se sont fait prendre. Après ça, il y a eu une grande commission d'enquête devant le Sénat américain et c'est les seuls qui sont basés aux États-Unis et ils sont depuis ce temps-là très surveillés par le gouvernement américain. Donc, ils essaient de respecter leur règlement, ils essaient d'être moins pris dans la corruption et c'est pour ça qu'ils respectent leur règlement. Un jour, Josh Taylor avait toutes les ceintures, ils l'ont obligé à affronter.
son aspirant numéro 1. Je pense qu'il l'a battu en 45 secondes. On a vu, à l'époque, Fury avait unifié les titres. Le lendemain matin, il y avait un appel d'offres pour affronter Charles Martin. Il a lancé le titre. On voit souvent, moi, ce qui pourrait arriver avec Marie-Ève, c'est qu'elle fasse un combat et que le lendemain matin, on fasse un appel d'offres. Même pas, Laurent, même pas. Je vais te donner l'exemple d'Ebony Bridges. On va en reparler un peu tantôt, là, aussi. Ebony Bridges a gagné un titre au printemps. Elle a gagné le titre IBF, OK? Et ils viennent... Elle n'a même pas encore fait sa défense optionnelle, qui ont ordonné tout de suite un combat de défense obligatoire. Pourquoi? Parce qu'à l'IBF, s'il n'y a pas eu de défense obligatoire depuis un certain temps, ils peuvent l'ordonner dès que quelqu'un gagne un titre. Oui. Alors, c'est ce qui est arrivé. Cecilia Roman n'avait pas fait de défense obligatoire du titre pendant toute la pandémie, puis même avant. Alors, tout de suite, Ebony Bridges est obligée, dès septembre, d'affronter sa mandatory. On va en reparler. Donc, Marie-Ève Dicker, si elle attend trop longtemps, si Yvon Michel, en fait, attend trop longtemps pour annoncer un combat, on ne sait jamais, mais l'IBF pourrait dire, écoute, ton délai expire. Je pense que c'est 1 an, le délai après la première année, après une première, quand tu vas chercher un nouveau titre, puis après ça, c'est au 9 mois. Mais Dicker aussi, là, elle a vraiment l'air d'une fille qui va prendre sa retraite dans un combat. Puis, tu sais, là, Yvon Michel, comme promoteur, souvent, c'est très différent de Camille Estefan. Parce que Camille Estefan, du lundi au vendredi, il fait des millions. Fait qu'à la limite, il peut prendre le raccourci de payer pour régler certains dossiers. Il a l'argent dans ses poches. Il peut dire, bah, ça ne marche plus, il va le sortir l'argent. Yvon, il fait de la moto du lundi au vendredi, il ne génère pas d'argent. C'est correct. La boxe, ça devrait être des promoteurs qui essaient d'arriver à coup nul. Tu veux au moins pas en perdre. Fait que Marie-Ève, elle n'a pas ce raccourci-là. Il va falloir vendre des billets, il va falloir régler les affaires. Donc, j'ai vraiment l'impression que Marie-Ève, c'est ça que je voulais te dire, est malheureuse. Parce qu'elle ne nous le dira pas, puis elle est loyale en son promoteur qui a retrouvé son titre IBF, puis qui a donné sa première chance, mais pas satisfaite. C'est clair qu'elle voulait défendre ses titres. Elle ne doit pas être à l'aise avec ce qu'elle lit partout sur les médias sociaux. Elle ne doit pas être satisfaite de l'image qui a été projetée par ses propos dans le texte de Francis Paquin. Elle sait qu'un jour, là, Régent Tremblay va rembarquer avec Jean-Charles Lajoie le matin, puis Régent, là, il n'aime pas bien Marie-Ève pour X raisons, ça va redécoller. Je ne pense pas qu'une fille de médias comme elle, qui rêve de travailler à C'est quoi le reste de ses jours, tripe de voir son image dans les dernières semaines, puis elle doit vraiment être... À la limite, je sympathise pour elle, c'est juste que fait les obligations qui viennent avec le titre. Il faut arrêter de dire que Marie-Ève Dicker a peur. OK? Même si ça a donné l'impression de ça, il faut arrêter de le dire qu'elle a peur en général. Peut-être qu'elle n'a pas du tout envie d'affronter Spencer pour plein de raisons. Peut-être qu'il y a de la peur là-dedans. Marie, qu'est-ce qui arrive si les deux s'affrontent? Spencer va la knocker violemment au 4e parce qu'elle va rentrer à l'intérieur parce que les coups ne la repousseront pas. Marie-Ève va finir sa carrière couchée à terre. Mon point n'est pas là, Laurent. Mon point n'est pas là. C'est qu'il faut arrêter de dire qu'elle a eu peur toute sa carrière. Puis là, je voyais des comparaisons avec Adonis Stevenson pendant un bout, des affaires de même. J'étais là, Colin. Non, mais là, je vais me choquer violemment. Okay? Par exemple, je trouve que Marie-Ève Dicker fait une très mauvaise lecture de sa carrière parce qu'elle déclare avec tout ce que j'ai accompli. Puis moi, quand quelqu'un me dit ça, je reviens toujours à la même ligne. C'est quoi tes 3 plus grandes victoires pour aller au Hall of Fame? Hey, elle a battu Chris Namus. Le monde s'essuie les pieds dessus depuis ce temps-là. Désolé pour les mots violents. Après ça, ses 2 plus grandes victoires, c'est Michaela Lorraine, sortie de la retraite pour venir se chercher l'argent pour la fécondation in vitro. 13 jours avant, elle était à la retraite. 13 jours après, elle est en championnat du monde. Essaye de me dire que je n'ai pas raison, on va voir dans les journaux. Puis elle a battu Maria Lindbergh qui avait 43 ans, que tout le monde knock aujourd'hui. C'est Marie-Ève a profité d'une division puis d'une association qui était faible pour aller chercher 2 fois le titre puis faire des défenses. Bravo, tu es allé le plus loin que tu pouvais avec ce que tu avais, mais arrête avec des phrases comme « avec tout ce que j'ai accompli ». Non, tu as juste battu 2 Suédoises puis Chris Namus. Là, ça reste que je ne crois pas que Marie-Ève a eu peur pendant sa carrière. Moi, je ne crois pas que Marie-Ève a eu peur pendant sa carrière. Elle a affronté Clarissa Shields. Ça prend quand même du guts parce que c'était pas évident. Ça fait 1 an de ça à peu près. Puis il faut lui donner. Pas une seconde, c'est pas un accomplissement. C'est pas grave. Non, je ne parle pas d'accomplissement, je parle de peur. La peur. On ne peut pas dire qu'elle a peur vraiment,
Maintenant, est-ce que c'est des accomplissements d'avoir affronté Clarissa Shields? Effectivement, non, c'en est pas un parce que tu n'as pas gagné de round. Comme tu dis, la division, à une certaine époque, était faible. C'est beaucoup moins faible présentement. Donc, le vrai test pour Marie-Ève, présentement, ça serait d'unifier ou d'affronter Mary Spencer. C'est là le test. Le vrai test pour qu'elle puisse mesurer où elle en est dans sa... où elle en est comme boxeuse. Si elle affronte la gagnante de Bergul et Jonas, ça va être, mettons qu'elle affronterait Bracus et ensuite la gagnante de Bergul-Jonas, je pourrais dire qu'elle a gagné et qu'elle nous a toutes fermé le clapet parce qu'elle va chercher 3 titres. On va lui donner ça. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, mais ça va être difficile de mesurer vraiment sa valeur dans la division d'aujourd'hui qui est rendue pas nécessairement forte, mais en croissance. On va le dire comme ça, en croissance. C'est sûr que le fait qu'une division soit faible, par contre, ne définit pas non plus ta valeur en tant que boxeuse parce qu'il peut y avoir 2-3 boxeuses bonnes puis tout le reste faible. Mais pour vraiment le savoir, il faut te voir contre les meilleurs. Il faut aller chercher un comparable contre les meilleurs. Moi, ce que je veux, c'est de voir Spencer contre Marie-Ève Dicker. Moi, c'est ma volonté. C'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, est-ce qu'à court terme, ça va se faire? Moi, c'est l'IBF qui va décider. Moi, je veux Spencer contre Dicker, mais je vais lui dire qu'elle a gagné contre toutes nous autres si elle réussit son pari et qu'exemple, elle affronte Bracus, Jonas, puis elle finit Krenkin, championne unifiée. Je vais dire, tu avais raison, tu as eu raison de croire en Yvon. On s'est tous trompés, on était tous trop rapides dans nos analyses. Elle pourrait me fermer le clapet si elle réussit cette voie-là, mais permets-moi d'en douter parce que Jonas, backé par Boxer, il va falloir aller là-bas dans les conditions à Jonas. J'ai l'impression que Jonas va contrôler la game de négociation, mais elle n'a pas encore battu Bergul. À suivre. Là, on va lancer quelques sujets positifs pour me remettre un sourire dans la face. Marie-Pierre. Caroline a fait ses débuts professionnels hier et j'ai écouté le combat et je l'ai analysé pour toi. Moi, j'adore ce genre de performance-là où tu ne cherches pas le KO. Tu sais, c'est comme au baseball, là, quand tu frappes pour 300, des petits simples. Puis là, tu te dis, à un moment donné, j'en accrocherai une qui fera un circuit. Elle est arrivée, performance impeccable. On a vu la science, le contrôle de la distance, on a vu la vitesse, on a vu la main avant précise. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et le KO, finalité. Moi, j'aime l'idée là, des boxeurs, tu sais, que ils vont gagner le round 18-0, mais ils auraient pu le gagner, mettons, 25-4, mais ils font non, je ne prends pas 4 coups. Mais tu n'es pas obligé de chercher le KO. En fait, il ne faudrait pas, parce que les meilleurs combats, en fait, quand tu cherches trop le knockout, puis j'ai des noms en tête que je ne mentionnerai pas, mais quand tu cherches trop le knockout, souvent, tu te mets à risque aussi, parce que tu te fatigues énormément. C'est très épuisant de lancer seulement des bombes. Caroline Vert est capable d'une belle technique. Elle est polyvalente. On l'a vu hier. Moi, j'ai trouvé que les 4 rounds qu'elle a faites, elle a pu nous montrer plein d'affaires qu'elle savait faire. C'est ça que j'ai aimé. L'adversaire, chapeau, elle avait tout un menton et toute une endurance parce que les coups au corps que Caroline Vert lançait, là, ça résonnait dans mon écran. Là. Ça résonnait. J'entendais la lourdeur de ces coups au corps-là. L'uppercut fonctionnait. Elle a géré la distance, elle avançait sur l'autre. C'était tellement beau à voir. Puis ça n'a pas été facile. Il faut comprendre que Caroline Vert n'était pas censée se battre hier sur cette carte-là. Elle devait se battre la semaine passée sur la carte de Kim Clavel contre Wendy Cruz-Castro. Le combat a été annulé après la pesée compte tenu de plein de raisons. Hein. Et là, c'est controversé. Il y en a qui vont dire que ça n'aurait pas dû être annulé. Il y en a qui vont dire que ça a dû être annulé. Mais le fait est que ça a été annulé. En théorie, on a vu Wendy Cruz-Castro arriver la semaine passée, comme si elle s'en venait faire une démo dans un tournoi amical avec un petit cadeau pour l'adversaire, out of shape, overweight, vraiment pas en forme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas toffé toutes les rounds contre Caroline Vert, mais ils ont décidé de ne pas prendre de chance. Ils l'ont annulé. Ils ont annoncé qu'elle devait se battre le 6 octobre. Je trouvais que c'était loin en titi, Laurent. J'étais là, crime que ça doit être décevant de passer d'un combat de championnat du monde, une soirée de championnat du monde, à te battre en octobre, plusieurs mois après, quand tu es prêt. C'est ça, Marie, je vais te faire comme la nomenclature de l'événement. C'est quand même étrange parce que, tu sais, Louis et Claguette, la finale était bookée depuis des mois. Ouais. Il n'y avait rien booké dans ce sous-carte, tu sais. Fait que là, un moment donné, ils se sont levés un matin, on était à 6 jours, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là,
Ben là, il y a comme le Tour du Canada, tu sais, qui peut boxer. Puis là, Caroline Vert pouvait boxer aussi. Une chose qu'il faut donner à Caroline Vert, c'est qu'elle était supposée se battre la semaine passée. En Ontario, ils se pèsent la journée même. Fait qu'encore là, c'était une petite affaire de plus là, de différent qu'elle a fait la pesée. Mais moi, j'étais impressionné. La shape qu'elle nous a montrée à Montréal sur la pesée. Mon Dieu, que cette fille-là est une vraie athlète professionnelle. Hein? Les abdos déchirés sur le corps, le physique, elle doit mesurer un 5-7 pour la division. Moi, quand je dis qu'Yvon Michel va contrôler bientôt la boxe féminine, Caroline Vert, c'est une autre que je peux vous dire déjà. Tu sais, Kim Clavel, on l'avait identifiée future championne du monde. Caroline Vert, la division est forte, mais je vais dire future, elle va se battre en championnat du monde. Après ça, on verra ce qui va arriver, mais c'est clair qu'un jour, cette fille-là va être en championnat du monde. Ça devrait aller vite. Elle va se rebattre le 6 octobre déjà. On sait c'est qui l'adversaire, mais on ne peut pas l'annoncer parce que ce n'est pas encore totalement signé et ça peut changer. Mais ça devrait être très intéressant comme combat. Et donc, à suivre. Si j'ai la même adversaire que toi, là, ils ont amené une fille, mec, qui a les abdos déchirés sur le corps. Je veux dire, il n'y aura pas On a la même fille. On pense à la même fille. La même fille, là, un peu. C'est ça. On a la même fille. C'est juste que ce n'est pas annoncé encore. Là. Fait qu'on va se garder une petite gêne, mais très bientôt, ça va sortir. Puis vous allez dire oh ouais, OK. C'est ça que vous allez dire. À la maison, c'est une fille qui est très durable, là, puis que ça va donner un bon combat. Dans les autres choses positives, j'ai des choses positives pour toi. Marie-Pierre Houle, qui avait été. Ça, c'est étrange, là, je te fais le préambule. On pensait qu'elle allait se battre sur 8 rondes. Ils lui ont demandé de faire un dernier 6 rondes pour tester son cardio et elle est tombée gravement malade. Elle a pogné un virus. Fait que finalement, elle était bien contente de faire 6. Elle a surmonté son virus, elle s'est entraînée. Et là, beau combat contre Timéa Bellic. Et moi, je sens un peu le compte à rebours pour Marie-Pierre Houle. Je t'explique. Elle est 5e chez les 147. Il y a une championne McCaskill qu'on se doute qu'il va abandonner les titres. Et là, Marie, son dernier combat, c'est un 6. Moi, je trouve que ça va être très important que Marie fasse son 8 le plus vite possible, peut-être même le 6 octobre. Dépêchez-vous parce que le téléphone va sonner et cette fille-là risque de se battre pour un titre vacant d'ici le prochain 9 à 10 mois. Maximum. Je m'attends à ce qu'elle se batte sur la carte du 6 octobre aussi, et je crois qu'elle aussi s'attend à ça. Maintenant, c'est pas elle qui décide, mais ça s'enlignerait pour ça, puis ça ferait du sens. Je ne sais pas si tu as remarqué, Laurent. Bon, premièrement, j'ai fait un post-mortem avec elle. J'ai même tout ça sur ma page YouTube. On peut l'entendre le dire, mais elle était satisfaite de son combat, mais elle aurait quand même aimé un knockout. Puis elle a eu l'impression qu'il y avait des choses inachevées dans sa performance, même si pour nous autres, c'était vraiment beau, c'était impeccable. D'ailleurs, Timéa Bellic est faite tough parce que, sincèrement, elle aurait pu tomber. Là. Marie-Pierre m'a lancé certaines bombes assez percutantes à un certain moment donné. Mais tu sais, Marie-Pierre, elle aurait aimé ça. Elle revient tout le temps avec ça, les angles. On dirait qu'à chaque combat, mais c'est parce que c'est ça qu'elle travaille le plus au gym. C'est ça qu'elle essaye d'appliquer le plus. Puis là, ici, elle a dû s'adapter. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait exactement. Donc oui, elle a fait une belle performance, mais l'adversaire accrochait beaucoup. Elle donnait des coups de tête. On a vu Marie-Pierre saigner, avoir des problèmes au nez, à la tête. C'était un petit peu plus difficile physiquement parce que l'adversaire chargeait beaucoup, accrochait beaucoup. Cela dit, c'est un très beau combat qui va être rempli d'apprentissage encore. C'est son dernier 6 rounds selon ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'Yvon Michel disait aussi. Le point d'interrogation, parce que ça m'a intriguée, je trouvais qu'elle était légère à la pesée, elle est entre 2 catégories. Tranquillement, mais sûrement, elle s'en va vers le 140 livres, Marie-Pierre. Tranquillement, mais sûrement. Donc oui, elle est encore intéressée au 147, mais elle est aussi intéressée au 140. Pourquoi je lui ai demandé? Ben, c'est parce qu'elle a l'impression que c'est beaucoup plus fort en 140 et elle a envie de mesurer sa valeur contre des filles. Tu sais, elle me nommait des Mary McGee, elle me nommait des Chantel Cameron, elle me nommait des filles top. Elle dit c'est vraiment riche en talent en 140. Puis elle a envie. Donc, elle a fait la pesée à 144 points quelques. Elle est vraiment entre les deux. Alors, le prochain combat, va-t-il être à 147 ou va être en catchweight avec une fille qui habituellement est à 140? Ça, c'est un gros point d'interrogation.
Mais c'est monnaie courante hein, d'essayer de descendre des boxeurs. Tu sais, on l'a vu avec, je reviens en boxe masculine, là, mais avec Artem Oganesian, on s'est dit, c'est 147 où on brise le contrat quasiment. Puis on voit ça beaucoup en boxe féminine, des filles qui peuvent varier d'un poids à l'autre. Tu sais, on a à peu près tout vu. Là, des fois, il y a des 30 livres qui bougent, mais c'est certain que Marie-Pierre Roule, moi, je trouve tellement qu'elle a des qualités qui sont bien à elle, là, comme elle est vraiment forte physiquement. C'est la fille que tu veux qui vienne t'aider pour un déménagement. Elle progresse bien aussi. Elle progresse vraiment bien techniquement. On dirait que chaque combat lui amène quelque chose de plus. Oui, elle travaille très bien avec Sébastien Gauthier, son entraîneur. Moi, j'aime ça un peu un entraîneur qui est comme dédié à une athlète. Un peu comme Stéphane Arnois, on va l'associer Marie-Ève Dicker. Là, on a Marie-Pierre Roule, Sébastien Gauthier. Elle est 100% dédiée à Sébastien Gauthier dans la mesure où Jean Jouski n'est plus dans le portrait vraiment. Il s'est retiré, il n'est plus dans son coin, on ne le voit plus dans son coin, il n'était pas là au casino. C'est correct. À un moment donné, ça devient difficile aussi de le gérer, il y a de la distance. C'est plus facile d'être avec Sébastien à 100% présentement, là, de la proximité et tout. Là. Je regardais la seule affaire que je n'ai pas aimée, puis c'est que ça a été son positionnement dans le gala. Ils l'ont comme mis bien de bonheur, puis après ça, ils ont mis 10 billets-là après. Je ne sais pas si elle devrait être toujours en quart de finale ou elle devrait être sur le bord d'être jamais plus loin que la demi-finale. Je trouve qu'on devrait la positionner mieux dans les galas. C'est une vedette, cette fille-là. Puis je regardais le groupe Yvon Michel, ils ont 12 boxeurs. Ils ont 3 champions du monde maintenant. Ils ont Sébastien Bouchard, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont blessés. Je trouve que comme Marie-Pierre Roule, Denis puis Germain, ça devrait comme être les 3 stars du Casino de Montréal. À la limite, moi, j'aimerais ça voir Marie, mettons, contre, on parle contre les autres Canadiennes, peut-être en finale même. Surtout, c'est que, il y a des gars comme Biarslanov qui sont avec Probellum, qui sont souvent sur ces cartes-là, là. Mais Biarslanov n'est pas capable de faire plus qu'un demi-ronde contre ses adversaires. Souvent, les adversaires sont faibles. Donc, pourquoi ne pas mettre Marie-Pierre après un gars comme Biarslanov? On sait que Marie-Pierre, d'habitude, elle fait vraiment des combats plus longs. Probellum paye. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, on la positionne peut-être un peu mieux puis qu'on la lance parce que Marie-Pierre... c'est étrange, là, c'est quand elle a passé pro, on la voyait plus peut-être avoir du succès au niveau national, mais là, elle est classée 5e, elle passe tous les tests. On a amené la même fille, là, retrouve-moi le nom, mais la fille que Marie-Ève Dicker avait fait 10 rondes avec, mais elle a fait ses 6 rondes avec. Oui, c'est ça, c'est qu'elle passe les tests. Je dis les 6 rondes. Valentina Kerry était un très bon choix pour elle aussi. La dernière fois, Valentina Kerry avait été pressentie pour affronter Jessica Camara un petit peu plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça ne s'est pas fait. C'est un bon choix d'adversaire avec beaucoup d'expérience, entre autres en kickboxing et tout. Même Timéa Bellic était quand même un choix intéressant, même si c'était de dernière minute. Elle avait quand même assez bien performé sur la scène internationale. Elle a un beau background de kickboxing. C'est une fille quand même qui était grande. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais j'espère la voir sur la carte du 6 octobre, Laurent. Comment je vois ça? C'est parce que Marie-Pierre, elle a un chum que je connais bien, là, qui est un millionnaire. Okay? Elle sort avec un millionnaire. Elle a une formation, elle a un métier. Elle a début trentaine. Je trouve que c'est la candidate là, idéale qui ne dépend pas de la boxe. Là, que tu peux, à la limite, lui dire est-ce qu'on y va all-in? Est-ce qu'on essaye de vivre le rêve? Est-ce on va te mettre contre la meilleure Canadienne dans ta catégorie de poids? Puis après ça, on s'essaye en championnat du monde. Je trouve qu'on n'a pas vraiment nécessairement, on peut lui faire confiance au maximum, puis peut-être arrêter de se promener, là, on va faire 26 rondes de suite pour tester ton cardio. Non. Marie-Pierre Roule, elle a une chance d'aller en championnat du monde puis de vivre le rêve. Là. Si on fait ça comme il faut. C'est le temps d'y amener Candy Wyatt. C'est elle, la meilleure Canadienne. C'est le temps. Là. On en parle depuis longtemps, mais amenez-y, là, c'est le temps. C'est le temps. Hier, j'étais supposé aller me baigner sur la Rive-Sud, puis mon amie, elle m'a choqué complètement parce que ça m'a pris trop de temps pour sortir de chez nous. Je me suis levé un peu trop tard. Et je suis resté à la maison tranquille, parti l'air climatisé. J'ai écouté les galas dans l'après-midi. Et ce combat-là était attendu. Combat revanche. Sandy Ryan a voulu sauter 3 marches à la fois en affrontant Farias. S'est fait prendre au premier combat.
Et là, c'est un peu ce que je t'ai dit tantôt, j'ai trouvé. Sandy Ryan a beaucoup d'outils dans sa boxe. J'ai trouvé qu'elle prend beaucoup de coups, mais offensivement, elle est géniale. Elle a le gabarit, elle a la portée. Son jab était beau hier. Grande performance de Sandy Ryan contre une adversaire de très haut niveau qu'elle aurait affronté tout de suite après la défaite. Bravo. Chapeau à Sandy Ryan. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, j'ai marqué prend sa revanche, mais. OK? Pourquoi j'ai mis un mais? J'ai trouvé qu'elle avait vraiment. À l'attaque, elle est forte, elle est puissante, elle est grande aussi. Mais je trouve que, encore là, comme tu le dis, elle prend beaucoup de coups. Elle a une défensive un petit peu plus poreuse. Il va falloir qu'elle améliore ça parce que chez les 140 livres, il y a beaucoup de grosses cogneuses. Fait qu'elle pourrait se faire vraiment pincer si elle n'améliore pas sa défensive. Et je trouve qu'elle n'utilise pas son amplitude, sa grandeur, son allonge comme il faut. Je la trouve un petit peu statique des fois. Je trouve qu'elle utilise un petit peu trop sa boxe de réflexe. J'ai pas aimé du tout la description du combat sur deux zones parce que, premièrement, tout était pour Ryan, puis on dirait que Farias faisait rien de bon. Le pointage, la carte de pointage des Bunny Bridges avait genre juste 0 centre. Là. Moi, j'avais quasiment une nulle. Là, j'ai enlevé le son après un round, puis j'ai juste... non, ça n'avait pas de bon sens. Écoute, après ça, ils montent un top 5 des meilleures filles, puis ils mettent Farias la numéro 2. Farias, c'est même pas une fille qui est à 140 livres d'habitude. Bref, il ne faut pas trop se fier à ce que DAZN disait. Là, moi, je considère qu'elle a encore des croûtes à manger. Oui, c'est un pas en avant parce qu'elle a réparé la défaite. Hein? Elle a pris sa revanche. Mais quand je les entends, j'entends le clan Ryan demander Chantel Cameron après, je me dis, oh là là, non, on n'est pas rendu à Chantel Cameron. On est encore moins rendu à Jessica McCaskill qui va descendre parce que Jessica McCaskill, devant une défensive poreuse comme ça, là, elle va-t-il lancer une coupe de bombe, là? Puis elle va l'assommer. C'est pas compliqué. Elle frappe tellement lourd, là. Une douce. Non, c'est pas une douce. Puis oui, c'est vrai qu'elle tire n'importe comment puis que c'est pas élégant, mais si elle touche 2 fois sur 10, une fille comme Ryan, elle va l'assommer. Elle va lui faire mal. Je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était au deuxième round, ça m'a fasciné. J'avais comme jamais vu ça. Farias, ça lance comme un crochet en plein dans le ventre, mais le devant du ventre de Ryan. Puis la main est comme allée s'écraser comme ça. Là, tu as vraiment vu comme une demi-seconde, genre, puis là, elle a sorti son point. Là, j'ai fait, mais voyons, Ryan n'a pas de défensive. Genre, elle a beaucoup d'aptitudes, mais elle a beaucoup de choses à travailler aussi. C'était très poreux, très poreux. Puis moi, c'est pour ça que je dis mais. Oui, Sandy Ryan est bien classée, c'est une des chouchous, etc. Matchroom est en arrière d'elle, elle a une grosse machine. Mais elle est vraiment pas prête encore pour les gros tests. Et puis, Eddie Hearn lui a dit, il lui a dit, garde, j'aimerais te voir au moins défendre ton titre. Elle a eu un titre mineur hier à la WBC internationale des super légers. Il veut au moins l'avoir défendre une fois, mais je ne crois pas qu'à court terme, elle a une chance d'affronter Cameron. Je ne vois pas pourquoi Eddie Hearn ferait ça. Il faut que tu la développes comme il faut. Amenez-lui des adversaires qui vont la faire progresser. Faites-lui travailler sa défensive. Puis dans 1 an et demi, 2 ans, là, on s'en reparlera. Je trouve les gens sont trop pressés à aller chercher des titres. Cette fille-là n'est vraiment pas prête pour la crème de la crème. Mais Jessica Camara contre elle, là, ça serait très difficile pour Sandy Ryan. Une Jessica Camara qui a quand même une défensive améliorée de beaucoup depuis qu'elle travaille entre autres avec Mary Spencer en sparring. Bref. Je ne suis pas encore convaincue. Puis Sandy Ryan, elle m'a toujours laissé un peu sur ma faim. Je suis très ambivalente. À chaque fois que je vois un combat d'elle, des fois, je suis extraordinairement surprise. Puis des fois, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'adapte pas encore à son style. J'ai de la misère à jauger. À apprécier ses forces quand je vois ses faiblesses. C'est vraiment ça. Moi, j'ai trouvé, elle me faisait penser aux Penguins de Pittsburgh de 92. Ils sont très bons en offensive, mais ça se complique dans leur zone. Prochain dossier, la IBF qui ordonne bridge contre O'Connell. On a effleuré le dossier tantôt. C'est que la guerre est pognée. La IBF, des fois, ils se lèvent un matin, ils décident qu'ils sont rigoureux, puis là, ils te lancent des appels d'offres. Et là, la guerre est pognée. Parce que, sincèrement, là, pour commencer, Bunny Bridges et Shannon O'Connell sont 2 Australiennes. Shannon O'Connell, OK, c'est une fille qui a un caractère, elle a une panoplie
de gens qu'elle a affrontés, des gros noms. Elle a eu des victoires, elle a eu des défaites contre des noms importants. Ebony Bridges, c'est la fille qui a le plus gros target dans le front, puis dans le dos, puis partout, depuis qu'elle a gagné son titre, parce qu'il y a encore des gens qui considèrent que même ça donne des bons spectacles, c'est le maillon faible des championnes des poids coqs. Alors, tout de suite, au printemps, elle gagne son titre. Et à l'été, genre là, il y a peut-être il y a 2 semaines, après 2-3 semaines, l'IBF ordonne la défense obligatoire contre Shannon O'Connell. Donc, Australie contre Australie. Les Australiens lèvent le poing. Enfin, ça va avoir lieu chez nous, puis tout ça. Ebony dit non, moi, je ne me bats pas en Australie. Ça va se faire en Angleterre. Je ne veux plus me battre en Australie. Oui, mais encore là, la question que je veux te poser, c'est est-ce qu'O'Connell a une grosse machine derrière elle pour aller à l'appel d'offres? Pas assez. Puis Matchroom va gagner cet appel d'offres-là, c'est clair. Et ils vont gérer le combat en Angleterre. Ça va se passer en Angleterre. C'est un combat Australie qui va sortir, qui ne sera pas sur la carte australienne que Matchroom est en train de monter. On sait que Sky Nicholson va y être. Alors, la guerre est tellement poignée. Ebony fait semblant qu'elle n'aura pas à l'affronter présentement. C'est ordonné pour septembre, le combat. Là. Il va être forcé pour septembre. Puis là, Ebony, en entrevue, a dit « Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va suivre. J'aimerais faire une défense optionnelle, mais je pense qu'il va falloir après ça que j'affronte ma mandatory. » Non, ma belle-fille, c'est pas bien ça se passe. Moi, Ebony, tu allée à l'école Marie-Ève Dicker. En tout cas, on voit qu'elle n'est pas contente parce que Ebony puis Matchroom, il y avait dans l'idée de faire une défense optionnelle puis de s'en aller en unification après. C'était ça le plan de match quand elle a gagné son titre. Et là, présentement, on se demande si Ebony va garder son titre. Moi, je favorise Shannon O'Connell pour ce titre-là. Et je ne suis pas la seule. Tu demanderas à ton ami Kenny Victor Chéri pour voir. Shannon O'Connell, c'est une de ses chouchous. Il l'aime beaucoup. C'est une de ses boxeuses. Lui était très excité de voir que ce combat avait été demandé. Si tu me dis que c'est une de ses chouchous, ça doit vouloir dire qu'elle est très musculaire. J'ai remarqué que Kenny il aime les filles un peu de fitness. Le retour de Sulem Urbina, qui est en boxe féminine, c'est un des noms qui revient le plus souvent. C'est une star. Hey, je me suis couchée tard, Laurent. Le combat, c'était à 2h du matin hier soir. J'ai écouté ça sur YouTube. Sulem Urbina qui n'a pas gagné depuis le début de la pandémie 2020. C'est pas qu'elle a mal performé. Elle a eu 2 combats de championnat du monde, coup sur coup avec Golden Boy, un contre Fujioka, puis un contre Marlene Esparza, qu'elle a perdu. Puis ensuite, elle a eu un combat nul au Mexique. C'est un accident de parcours, mais elle s'est toute remise en question. Elle a pensé arrêter la boxe. Elle a fait un burn-out. Là, elle a commencé à manger tout ce qu'elle voulait, puis elle s'est dit, regarde, je prends vraiment du recul, puis on verra après ce que je fais. Non, mais la pandémie, hein? C'est vraiment, elle a vraiment eu ce dur dans les 2 dernières années. On se demandait même si elle allait revenir à la boxe pro. Elle a recommencé à s'entraîner, puis elle a décidé de monter de catégorie chez les 115 livres. C'était son premier combat hier. C'était un combat de confort, un tune-up fight contre une prospect d'Équateur qui n'avait pas une très bonne fiche, mais qui avait un bon menton. Et on a vu une Sulem vraiment en contrôle. Je voulais juste le souligner. On a une Sulem qui est revenue sur les rails. Est-ce que c'était sur la même carte que, je pense, Carlos Gongora qui affrontait aussi un boxeur de l'Équateur? Je ne suis pas sûre. C'était Elite Boxing Promotion. Moi, j'ai juste regardé ce combat-là de Sulem. Je n'ai pas regardé la carte au complet. C'était trop long. Mais sincèrement, c'était quand même un beau combat. Puis vous pouvez aller le visionner sur YouTube. Ceux qui veulent voir de quoi ça avait l'air, le retour de Sulem et ses débuts chez les 115 livres. J'ai trouvé ça pertinent. Je suis contente pour elle. Et je crois encore que Sulem Urbina va être championne du monde. Peut-être chez les 115 livres maintenant. La division a beaucoup de trous de gruyère. Il y a beaucoup de boxeuses qui sont surévaluées ou qui sont ordinaires dans la catégorie. Et je crois que Sulem pourrait faire partie d'un ménage, pourrait passer le balai sur certains et aller chercher des titres. Mais on va lui laisser la chance. Elle n'est plus chez Golden Boy, en fait, même si ce n'est pas officiel. Golden Boy l'a un peu laissé tomber après sa passe creuse. Mais Golden Boy a toutes sortes de problèmes. Je vais te montrer ce que j'ai appris dans mes cours de radio. Écoute bien celle-là. Golden Boy s'est débarrassé de Sulem Urbina, mais c'était pour mettre de l'argent de côté pour signer Senesia Estrada qui... Oh non, je l'ai mal dit. La kid Golden Boy, elle déménage chez Top Rank. Le bordel est pogné, je te dis, chez Golden Boy. Parce que là, ils ont signé Yokasta Valle il n'y a pas longtemps, une 105, une championne IBF. Mais Senesia Estrada est déjà chez Golden Boy depuis un bon bout de temps. C'est toujours battu là depuis qu'elle est pro. Et là, elle quitte, mais
C'est un divorce fracassant, là. Ah, Ouais. Elle quitte Oscar pour déménager chez Bob. Elle est partie chez Top Rank. Est-ce que c'est pour aller chercher les autres championnes? On avait vu ça, on a déjà vu ça à l'époque. Bernard Hopkins, il avait changé de promoteur pour pouvoir unifier. Écoute, elle prend un risque ici, au contraire, parce que Yokasta Valle, celle qui vient d'aller chercher la Costa-Ricaine, Golden Boy, ils viennent de la signer juste avant que Senisa quitte. OK? Elle a le titre IBF chez les 105. Et Senisa Estrada a un autre des titres. Les deux autres championnes, c'est la Vietnamienne et Tina Ruprecht, l'Allemande. Alors, qui sont pas chez Golden Boy, bien sûr. Donc, elle aurait pu unifier direct. Imagine contre Yokasta Valle, qui est déjà chez Golden Boy, tu peux faire, en théorie, tu es capable, chez ton même promoteur, d'organiser beaucoup plus facilement un combat. Tu n'as pas besoin d'aller en appel d'offres. La plupart du temps, ça serait que tu peux faire des gros pay-per-view, tu peux mettre ça sur une grosse carte. C'est facile à organiser. Mais non, Senisa Estrada sac son camp. Elle est écœurée parce que justement, ça n'avance pas assez vite. Tout ce qu'on a pu lui proposer à Senisa Estrada, c'est une revanche contre Adelaida Ruiz. Une revanche, dans le fond, qui n'était pas du tout nécessaire parce qu'elle avait dominé le combat. Le premier combat. Donc, ça avait été annoncé ça avait été annoncé pour hier, en fait. Elle devait se battre sur la carte de Marlene Esparza et Marlene Esparza ne devait pas se battre sur cette carte. Moi, Marie-Ève, il faut que, pour les gens à la maison, Senisa Estrada, c'est la fille. On voit souvent cette vidéo passer. À la dernière minute, il change son adversaire, puis il trouve une fille de 5-0 qui 5 KO. Puis la fille, je pense, sur ses shirts, c'est marqué... ma vraie job, c'est d'être maman de soccer mom. Tu sais. Puis là, la fille a l'air pas à l'aise dans le ring. Et là, Estrada, ça prend 8 secondes. Elle la knock le KO le plus violent que vous avez vu de votre vie. Et là, c'est le masque à oxygène, c'est la tente, ça n'a aucun bon sens. C'est cette fille-là. C'est une fille qui ne peut pas niaiser avec une petite compétition parce qu'elle est réellement très dangereuse. Et moi, je ne vois personne présentement qui peut la battre à 105, 108 ou même 112 livres. C'est très difficile. C'est vraiment une P4P. Puis, je pense que chez Golden Boy, on ne la prend pas assez au sérieux. On ne l'a pas investi dans des assez bons adversaires pour elle. Puis, je pense qu'elle est tannée. Puis, elle voit la progression de Michaela Meyer chez Top Rank, qui a vraiment des adversaires de calibre, puis qui s'en va dans un des plus gros combats lucratifs de l'histoire aussi, là, en sous-carte de Shields Marshall. Bref, je crois que c'est un très bon move pour Senisa Estrada. Golden Boy a plein de problèmes. Comme je te dis, ils ont laissé tomber Sulem Urbina. On dirait qu'ils amènent juste des filles faibles à Marlene Esparza. Par exemple, hier, elle se battait contre Eva Guzman, Marlene Esparza. C'est une fille qui avait une grosse fiche gonflée, puis on savait déjà que Marlene Esparza allait gagner. Je sais pas comment ils voient la boxe féminine chez Golden Boy, comment ils voient la boxe tout court, parce que leur carte en arrache souvent. Là. Mais clairement, c'est une décision qui est de business, une décision business pour Senisa Estrada, et probablement qu'elle avait aussi des frustrations contre Oscar et sa gang. Et ça sera pas doux, puis bientôt, on va en entendre parler un peu plus, parce qu'on dirait qu'elle lâche tout le temps des petites de l'information supplémentaire là, à chaque fois que quelqu'un lui en parle. Alors, voilà. J'ai hâte de voir, mais je m'attends à voir Senisa Estrada progresser à la vitesse grand V maintenant qu'elle est chez Top Rank. Ça devrait être beaucoup plus intéressant, ces combats. Moins de moments de soccer et beaucoup plus d'adversaires de qualité. Cette vidéo-là est terrible. On commence notre conclusion. Je vais juste dire vite que Jessica Camara retrouve le ring. Oui, mais moi, je sais, mais moi, j'avais un sujet pour toi avant. Oui. J'aimerais ça que... Est-ce qu'on a là encore en bas écrit sujet de Laurent? On ne l'a pas. Marie, je voulais te dire, mais probablement que tu en aurais parlé, là, je sais que tu l'avais caché peut-être à la fin. Je voudrais saluer Tamara Thibault qui est en finale aujourd'hui à 15h15. Elle va affronter la fille du Mozambique, Radi Graman. Et là, Tamara Thibault, à chaque compétition qu'elle fait, elle gagne l'or partout. Moi, je vais vous le dire, là, je pense qu'elle va gagner l'or aux prochains Olympiques, puis qu'on a la prochaine superstar, là, la boxe féminine, là, ça va super bien au Québec, puis celle qui va arriver, puis qui va être la prochaine génération, après Clavel, après Dicker, après Hull, après Spencer qui a 37 ans, ça va prendre l'autre génération. C'est Tamara Thibault va s'amuser là-dedans.
Ça sent la superstar. Elle gagne tout ce qu'elle fait. Elle parle bien. C'est une fille qui a étudié plusieurs langues. Elle va pouvoir aller se battre en Europe. Puis peut leur parler dans leur langue. J'ai une belle entrevue avec elle sur ma page YouTube. Les gens qui veulent voir une entrevue plus de fond là, avec elle, là, je l'ai eu une demi-heure de temps il n'y a pas si longtemps. Puis c'est très intéressant voir sa vision de la boxe, etc., etc. Je l'ai interviewée suite à sa victoire en championnat du monde à Istanbul. Salut aussi à Priyanka Dillon qui a gagné une médaille de bronze dans ces Jeux Commonwealth. Veux-tu que je nomme l'autre aussi qui a perdu pour le bronze? C'est Keoma Ali Al-Hamadieh qui a perdu chez les 57 kilos. On a beaucoup de relèves chez les filles. Il y avait juste un homme qui était là-bas, c'est Wyatt Sanford qui a perdu pour le bronze. Et on avait 3 filles. C'est souvent ce qu'on voit à l'international, aux Olympiques. Il y a 3 fois plus de Canadiennes que de Canadiens. On est vraiment fort en boxe féminine. Ça va bien. Et tu parlais de Camara qui revient de trahison. Je ne sais pas si tu as écouté hier, j'écoutais sur Punching Grace, puis il y avait Manny Montréal qui faisait ses débuts à la description. Il était excellent. Hein? Vraiment très bon. Sincèrement, le Manny a été... J'espère qu'ils vont le reprendre. J'ai trouvé extraordinaire. Avec Corey Erdman, c'était un très beau duo, je trouvais. Mais Manny, ce qu'il faut lui donner, c'est qu'il est passionné, puis il est très renseigné aussi. Puis tu sens, moi, des fois, quelqu'un qui ne va pas nécessairement être quelqu'un de métier, mais qu'on sent la passion passer à travers ses propos, ça devient ultra intéressant à écouter. C'est pas toujours le fun des gens de métier qui sont carrés. Manny était très bon hier. Et je ne sais pas si tu as vu quand ils ont commencé à énumérer les meilleures filles au Canada. Moi, je le sais que Manny est proche. Tout de suite, il est allé parler de Jessica Camara, puis c'était bien joué parce qu'elle se bat la semaine prochaine. C'est vrai qu'elle a été... était quoi? À une meilleure décision des juges ou une décision juste des juges, puis elle se promène avec 3 ceintures aujourd'hui. Et après ça a été difficile pour elle. Elle a eu plusieurs combats annulés. Valentina Keri, entre autres, ça a été annulé. Elle a eu un autre combat après ça qui a été annulé, remplacé par Simone Aparecida da Silva, qui a déjà été pressentie pour affronter Marie-Pierre Roule, si on se rappelle bien. Et qui s'est pas éliminé contre une bonne boxeuse. Oui, exactement. Mais Simone Aparecida da Silva, elle a affronté tout le monde. Pour un retour à l'action, pour Jessica Camara, c'est très bien. Jessica Camara qui est rendue, qui a re-signé une entente avec Dibella Entertainment. Donc, on devrait voir progresser sa carrière maintenant que l'entente est re-signée. Ça devrait lui amener des combats intéressants dans le futur. J'aimerais voir Jessica Camara contre Sandy Ryan, je le répète. C'est vraiment ce que j'aimerais voir à moyen terme, mettons. J'adorerais voir ce combat-là et c'est faisable, ça serait faisable. Mais le fait qu'elle est signée chez Dibella pourrait nous permettre de la voir au Québec se battre sur certaines cartes parce que Dibella reste quand même proche d'Yvon Michel. Donc, on a ici une possibilité peut-être d'avoir Jessica Camara ajoutée sur une carte d'Yvon Michel à un moment donné. On verra. Moi, je continue à croire que, et même pas par opportunisme, plus... ça va devenir logique de faire une carte, même ça pourrait être une fois par année, entièrement féminine. T'sais. Ils vont s'entendre bien avec Dibella, qui a un... Il y a plusieurs filles. Oh, mais je pense que Dibella, il peut s'entendre avec Fit TV, puis tu fais une soirée avec Clavel, Hull, Camara. Il y aurait moyen de faire quelque chose d'incroyable, puis ça pourrait être toi, comme... Tu pourrais être l'annonceur maison, là, comme ça. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'aimerais ça. Juste pour te dire, Jessica Camara, je suis allée la voir faire du sparring quand j'étais à Montréal la semaine passée contre Mary Spencer. Elle est en shape. Oui, j'étais allée au Donnybrook. Je faisais très chaud au Donnybrook quand je suis allée. Les ceintures de Yann Nekela. Les ceintures de Yann étaient toutes là sur le mur. J'ai adoré ma visite au Donnybrook, by the way. C'était vraiment très agréable parce que c'est un vrai gym de boxe, comme on se les imagine. C'est pas grand, fait chaud. Dans quel quartier, ça? C'est comme dans un quartier industriel. Moi, c'est un quartier industriel où t'es pas sûr qu'il y a un gym là. Moi, j'adore ça. Je pensais que j'allais me faire poignarder dans le nuque quand on est débarqué de la voiture. Jessica Camara, là, je te jure, Laurent, elle est dans sa meilleure forme qu'elle a jamais été physiquement. Puis le fait qu'elle fasse du sparring, Mary Spencer, c'est
sa partner in crime, comme on dit, là, pour le sparring. Ils ont une confiance totale l'une envers l'autre. Ils sont toutes les deux en camp d'entraînement présentement. Alors, on a droit à de la qualité. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai regardé, puis je me dis, mon Dieu, mais Camara est plus en forme encore que quand elle a affronté Kelly Reese. Elle est dans une forme physique, là. C'est A1. J'ai hâte de voir la suite. Je réitère ma demande. Tu devrais recevoir en entrevue Yann McKillop qui fait... Je vais l'inviter à un moment donné. Oui, pour vrai, il fait de la magie. Là, c'est l'entraîneur derrière Spencer et Camara qui sont à un haut niveau. Lui, sa carrière, c'est impressionnant. Il est tellement fin en plus. Je l'aime vraiment beaucoup, Yann. C'est un gars qui a toujours donné une chance à 120 secondes. On va le dire. Là. Il y en a qui sont plus réfractaires que d'autres. Mais il y a des coachs comme Daniel Bouchard, comme Yann McKillop qui ont toujours donné une chance aussi. À un moment donné, je vais recevoir ces coachs-là. Ça va être très intéressant. Tout le monde t'aime. Là. Alors, c'était pas mal ça, nos sujets, Laurent. On a fait le tour. C'était long, mais c'est parce qu'on avait beaucoup à dire sur les 154 livres puis sur Kim. Non, mais je suis content parce que j'ai commencé le podcast avec toi. J'étais enragé. Puis là, de l'avoir sorti, je me sens beaucoup mieux. Mais disons que c'était Breakers contre Marie-Ève. T'es-tu souriant ou pas? Non, je ne suis pas souriant. C'est assez... Elle s'est coincée elle-même avec ses propos. Je te coupe cela, on en a déjà parlé. Là. Je voulais juste être sûre. De ce point-là. Moi j'aimerais ça, Cécilia contre Marie-Ève, perso. Mais ça, c'est je te le souhaite. À la prochaine. À plus.